Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le principe d'un outil très fréquemment utilisé dans les laboratoires de chimie et de physique, la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. La spectroscopie, en son terme général, désigne l'étude expérimentale d'un spectre d'un phénomène physique, c'est-à-dire sa décomposition sur une échelle d'une grandeur se ramenant à une énergie, telle que la fréquence ou la longueur d'onde. On distingue deux grandes catégories de spectroscopie. La spectroscopie d'émission, dans laquelle on va étudier les radiations émises par un objet, et la spectroscopie d'absorption, qui consiste à envoyer une radiation initiale sur un objet, puis à étudier la radiation après son interaction avec l'objet. Vous avez sûrement étudié au lycée trois types de spectroscopie. La spectroscopie UV visible, utilisée dans l'étude des astres par exemple, la spectroscopie à résonance magnétique nucléaire, et enfin la spectroscopie infrarouge. C'est cette dernière qui fera l'objet de notre vidéo. Nous nous intéresserons particulièrement à une sous-catégorie de spectroscopie infrarouge, la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, qui est une spectroscopie d'absorption. On appellera par la suite ce procédé avec son abréviation anglophone FTIR. En parlant de spectroscopie d'absorption, on se demande logiquement pourquoi l'objet absorbe-t-il certaines radiations. Pour le comprendre, on va s'appuyer sur un exemple de spectroscopie infrarouge simplifiée, c'est-à-dire qui n'utilise pas la transformée de Fourier. Une source lumineuse émet plusieurs radiations de longueur d'onde lambda différentes, comprises entre 2,5 et 50 microns. Ces rayonnements seront appelés rayonnements incidents, et on peut noter un de ces rayonnements R0. Or, un rayonnement est une onde électromagnétique, qui, par conséquent, induit un champ électromagnétique ayant une fréquence que l'on pourra noter nu0. Dans l'objet, on retrouve plusieurs molécules, et donc plusieurs liaisons moléculaires. Chaque liaison moléculaire possède une fréquence propre de vibration, notée nu-L, c'est-à-dire une fréquence pour laquelle la liaison va pivoter, tourner ou translater. Ainsi, il suffit que la liaison reçoive une onde de cette fréquence pour se mettre à vibrer. Pour information, il existe 6 modes de vibration, appelés étirements, qui peuvent être symétriques et antisymétriques, cisaillement, bascule, agitation hors du plan et torsion. Si l'on reprend notre schéma du montage, en envoyant un rayonnement incident R0 de fréquence nu0 sur un objet comprenant plusieurs liaisons moléculaires, et que l'une d'entre elles a une fréquence de vibration nu-L égale à nu0, alors cette liaison va se mettre à vibrer et absorbera une partie de l'énergie du rayonnement R0. Le rayonnement incident R0 perd alors partiellement ou totalement son intensité lorsqu'il traverse l'objet analysé. Ainsi, l'intensité I du rayonnement final, qui sera capté par un capteur d'intensité, sera comparé à l'intensité I0 du rayonnement R0. Le logiciel en déduira la transmittance T grâce à la relation T, exprimée en pourcentage, est égale à I sur I0 fois 100. On pourra alors obtenir un spectre infrarouge de l'objet, qui n'est rien d'autre qu'une courbe de la transmittance de l'objet, en fonction du nombre d'ondes des radiations, qui est simplement l'inverse de la longueur d'onde et souvent exprimée en cm-1. Dans cette partie, nous allons voir comment obtenir ce spectre. Nous allons nous intéresser au fonctionnement de l'interféromètre de Michelson, principalement utilisé en FTIR. Cet interféromètre est composé d'un miroir fixe et d'un miroir variable, ainsi qu'un miroir semi-réfléchissant au centre, à égale distance des deux autres. À la sortie, on place l'échantillon à analyser devant le capteur. Dans un premier temps, nous considérons que l'échantillon n'est pas présent et qu'une seule longueur d'onde lambda 0 d'intensité I0 est envoyée dans l'instrument. Le miroir semi-réfléchissant a pour effet de séparer l'onde en deux de manière égale. De ce fait, les deux ondes auront une intensité de I0 sur 2. Après cette séparation, les rayons sont réfléchis sur les deux miroirs et parcourent le chemin inverse. Ils sont une deuxième fois partiellement réfléchis et partiellement réfractés, de manière à ce qu'une partie se dirige vers l'échantillon et l'autre vers la source, qui n'aura pas d'intérêt par la suite. Les rayons rouge et bleu se dirigeant vers l'échantillon possèdent chacun une intensité de I0 sur 4. Le capteur reçoit ce rayon. Dans cette configuration, les rayons rouge et bleu ayant parcouru la même distance, ils sont en phase et nous sommes dans le cas d'une interférence constructive. L'un des miroirs étant variable, nous pouvons faire varier la différence de marche entre les deux rayons. Par exemple, si nous faisons varier grand delta de lambda 0 sur 8, la différence de marche, petit delta, sera de lambda 0 sur 4, car le rayon parcourt deux fois le chemin. À une certaine différence de marche, nous pouvons créer une interférence destructive. Le rayon final aura alors une amplitude ainsi qu'une intensité nulle.
Nous pouvons donc exprimer l'intensité résultante en fonction de cette différence de marche, avec cette fonction que vous connaissez déjà. Dans notre cas, I1 et I2 sont égaux. On peut alors factoriser l'expression par 2I0 sur 4. Nous obtenons alors la fonction suivante. À une différence de marche nulle, l'intensité est maximum. Pour une différence de marche de lambda 0 sur 2, l'interférence est destructive et l'intensité résultante nulle. Pour tout multiple de lambda 0, nous revenons au premier cas. Remarquez que cette fonction dépend de la longueur d'onde considérée. Si nous ajoutons une longueur d'onde lambda 1 à la source, elle entrera en interférence qu'avec elle-même. Et on obtiendra une autre intensité résultante en fonction de la différence de marche. Cependant, le capteur ne peut pas discerner les deux intensités séparément. Il n'obtiendra que la somme des deux. Si nous considérons maintenant que l'échantillon est présent et qu'il absorbe plus la longueur d'onde lambda 1 que lambda 0, l'intensité maximale correspondant à lambda 1 sera moins grande, et le capteur perçoit la somme comme précédemment. Nous considérons maintenant que la source est composée d'un spectre nommé S. L'intensité que reçoit le capteur sera la somme de la fonction de base pour chaque longueur d'onde. Si le spectre est continu, on aura une version intégrale. Voici une représentation graphique de l'intensité en fonction de la différence de marche pour un spectre continu. Remarquez que plus nous augmentons la différence de marche, la cohérence temporelle n'étant plus respectée, nous n'avons plus d'interférence. Ce résultat est appelé un spectrogramme, mais nous ne donne pas l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Nous allons alors utiliser la transformée de Fourier. Sur la fonction précédente, nous remarquons en développant qu'il y a une partie constante par rapport à delta, que nous allons négliger. Sans rentrer dans les détails, nous intégrerons sur l'ensemble des réels, mais cela n'impactera pas le résultat. En utilisant le nombre d'ondes, inverse de la longueur d'onde, nous remarquons à une constante près que I de delta est la transformée de Fourier en cosinus de I de W. On obtient alors I en fonction du nombre d'ondes en appliquant la transformée de Fourier inverse. Avec la formule, nous n'arrivons pas vraiment à voir ce qu'il se passe réellement. Visuellement, la transformée de Fourier appliquée sur la fonction affichera des pics au nombre d'ondes, et donc aux longueurs d'onde, qui composent le spectre du rayon. Ces pics ont une hauteur proportionnelle à l'intensité de sortie. Pour être plus précis, nous utiliserons la transformée de Fourier discrète pour obtenir ce résultat. En effet, le capteur possède une fréquence d'échantillonnage et ne nous renvoie pas un résultat continu. Il nous reste à voir comment obtenir l'absorbance en fonction du nombre d'ondes, car nous n'avons pour l'instant que l'intensité. Pour ce faire, nous faisons d'abord une mesure à vide, sans échantillon. De ce fait, le spectre obtenu contiendra les informations des molécules présentes dans l'air ambiant, ainsi que l'influence de l'appareil. On refait alors une mesure avec l'échantillon et nous utilisons la formule expliquée en début de vidéo. I, le spectre avec échantillon, I0 représente le spectre à vide, pour obtenir le spectre final. Pour connaître la composition de notre échantillon, nous avons juste à comparer le spectre avec une base de données. En conclusion, la FTIR est une méthode souvent utilisée car elle donne des résultats précis et non destructifs. De plus, le résultat est interprétable facilement. C'est une méthode presque universelle et peu coûteuse.